Alors allons-y avec un autre problème qui va véritablement bouleverser donc les choses avec Galilée. C'est la loi de la chute des corps. Alors, c'est quoi le problème avec la loi de la chute des corps? Alors, c'est là que vous allez voir que ce qu'on a vu tantôt avec les mouvements naturels chez Aristote, du feu et de l'air qui montent naturellement dans les airs, et de l'eau et de la terre qui descendent naturellement vers la terre, et le cercle, le mouvement circulaire parfait des astres, vous allez voir il va y avoir un problème avec ça. Et vous allez voir ce qui est absolument phénoménal et fascinant, c'est que Galilée va faire à la fois ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire qu'il va imaginer des situations dans son esprit où il met en jeu des objets naturels et il va constater des problèmes et par la suite, et c'est là le génie de Galilée, et c'est là où il va inaugurer les méthodes de la science nouvelle, la science moderne, il va mettre en œuvre des expériences à l'aide d'outillages qu'il va lui-même créer pour vérifier si ces expériences de pensée concordent bel et bien avec la manière dont la nature fonctionne. Alors, je vais tout de suite vous montrer les problèmes qu'il découvre. Vous allez voir, c'est hallucinant parce que Aristote et sa théorie, ça a duré, ça a toffé pendant 2000 ans. Et vous allez voir que c'est assez simple et vous allez voir à quel point c'est génial. Même si c'est assez simple. Mais personne, absolument personne ne pensait à cela avant Galilée. Ok, allons-y. Alors regardez bien, selon la théorie d'Aristote, si les éléments qui sont composés de terre et d'eau vont vers le sol et d'air et de feu vers le ciel, alors il y a une implication liée à cela. Plus un élément contient de terre et d'eau, plus naturellement il va aller rejoindre rapidement son lieu naturel, c'est-à-dire la terre. Plus vite il va tomber, si vous préférez. Plus moins il en comporte, moins vite il va tomber. Et plus il comporte bien sûr d'air et de feu, naturellement, il va monter vers le haut. OK, that's good. Donc, ça signifie que si on prend, par exemple, imaginons quel objet on pourrait prendre. Prenons deux roches. OK, la roche est composée dans l'optique ancienne essentiellement de terre. La terre très, 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 très compactée, si vous voulez. OK, et donc, on a, regardez ici, le côté A, on a une grosse roche et on a une plus petite roche. Donc, dans la logique d'Aristote, si on laisse tomber nos deux roches en même temps, donc imaginons qu'on puisse les lâcher au même moment, OK, eh bien sûr, la roche plus grosse, qui est composée de plus de terre compactée, va aller atteindre le sol beaucoup plus rapidement que la petite roche. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun encore aujourd'hui. Non seulement il y a encore des gens qui croient que la Terre est au centre du système solaire, il y a même des gens qui croient qu'elle est plate, okay? Mais il y a aussi des gens qui croient que la théorie d'Aristote est encore bonne. C'est-à-dire, plus un objet est lourd et massif, plus il va tomber rapidement. Right? Alors, si nous faisons cette expérience de pensée, c'est exactement ça que va faire Galilée. Si je dis à ma grand-mère, grand-maman, si vous demandez à vos parents, maman, papa, vous pourriez le faire pour le fun, vous allez voir, c'est cool. Okay? Si je dis, imaginons que du sommet d'une tour, on laisse tomber un éléphant et une plume. Lequel des deux va arriver le plus rapidement au sol? Eh bien, tout le monde va vous répondre de manière spontanée, bien sûr, l'éléphant. Et si on fait l'expérience, okay, et qu'on laisse tomber un éléphant du haut d'une tour et une plume du haut d'une tour, ben vous allez voir que l'éléphant arrive plus vite que la plume. Ah bon, that's good. C'est quoi le rapport? Ben, en fait, si on pose la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que l'éléphant est arrivé plus vite? Et là, la personne, ce qu'elle va vous répondre, je suis certain, dans 99% des cas, elle va vous dire, ben, parce que l'éléphant, il est plus pesant. Et c'est là l'erreur. Pas du tout. Ce n'est pas parce que l'éléphant est plus pesant qu'il tombe plus vite. En fait, nous savons aujourd'hui que si l'éléphant arrive plus rapidement, c'est parce qu'il y a d'autres forces à prendre en compte, notamment l'air. La plume arrive moins rapidement parce qu'il y a l'air qui oppose une résistance à sa chute. Et ce n'est pas parce qu'elle est plus légère. Et regardez bien l'expérience de Galilée, qui est tout à fait géniale. Okay? Galilée dit donc,
OK, imaginons qu'Aristote a raison avec ces deux roches. Okay? Ça pourrait être n'importe quel objet, on s'en fout. Et faisons cette expérience de pensée. Prenons notre téléphone et notre plume. Attachons une corde entre l'éléphant et la plume et regardons ce qui va se produire. Et voyez, c'est juste une expérience de pensée. On ne lâche pas d'éléphant pour de vrai. Galilée n'a jamais lâché d'éléphant d'où que ce soit. Okay? Il n'avait sans doute pas accès à des éléphants en Italie. En tout cas, je ne suis pas certain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que vous allez avoir logiquement une contradiction. Pourquoi? Parce que l'éléphant est composé de plus de terre que la plume. Et la plume de plus d'air que l'éléphant. Alors logiquement, si on les attache ensemble et qu'on les laisse tomber, bien sûr, les deux ensemble devraient tomber plus rapidement que simplement l'un des deux. Pourquoi? Parce que la plume n'est pas que composée d'air. Elle a aussi des éléments terrestres de terre à l'intérieur. Donc, la somme des deux fait en sorte qu'il y a plus de masse et donc, ça devrait tomber plus vite. Mais en même temps, non. Parce que naturellement, la plume, comme elle est composée aussi d'air, selon Aristote, et que l'air tend naturellement vers le haut, eh bien, à la fois, les deux devraient tomber moins vite. Parce que quand l'éléphant va tomber, si vous voulez, il va opposer, la plume va lui opposer une résistance. En quelque sorte, c'est comme si la plume va retenir un peu l'éléphant dans sa chute. Et là, vous avez une contradiction juste là, parce que à la fois, l'éléphant et la plume tombent plus vite, et à la fois, l'éléphant et la plume tombent moins vite. Ah, c'est vraiment bizarre, OK? Parce que ça nous donne, en fait, une contradiction. Une contradiction, c'est-à-dire une chose et son contraire sont présents sous le même rapport, au même moment, OK? Dans le même espace. Est-ce que tout le monde me saisit? Tout le monde comprend bien ce que je dis? J'espère très bien. Donc, Galilée, en faisant cette expérience de pensée, si on remplace ça par des roches, ça ferait la même chose. Il dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la théorie d'Aristote. Alors, il faut voir si c'est effectivement le cas. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Alors, Galilée va lui aussi laisser tomber des objets tout à fait banals pour essayer de voir si la théorie d'Aristote est vraie. Et il va inventer des dispositifs pour être plus précis dans ses mesures. Juste avant, donc si vous voulez faire l'expérience, allez-y fort, vous allez peut-être être impressionné si vous ne connaissez pas cela. Alors moi, dans la classe, ce que j'ai l'habitude de faire généralement, c'est que je prends un dictionnaire et je prends une craie. Et tout le monde convient qu'en général, un dictionnaire, c'est plus pesant qu'une craie. Alors en fait, je n'ai aucune idée de comment ça pèse un dictionnaire et une craie, mais j'imagine facilement que le dictionnaire doit peser au moins 100 fois le poids de la craie. Et la craie, à ce titre-là, est composée aussi de plus d'air que le dictionnaire. Quand vous ouvrez, vous pétez la craie, par exemple, vous voyez, il y a plein de petites bulles, il y a plein de petits bons. OK, donc il y a comme dans la théorie des 4 éléments, il y a plus d'air que dans le dictionnaire. Et donc, en principe, si on suit la logique d'Aristote, si on laisse tomber le dictionnaire et la craie au même moment, en même temps, bien, le dictionnaire devrait atteindre le sol avant la craie, parce que la craie est composée de plus d'air et qu'elle est moins lourde, elle a moins d'éléments terrestres à l'intérieur. Alors, essayez de le faire à la maison. Allez vous placer dans votre cuisine, dans votre salon, en tout cas, demandez à vos parents si vous restez chez vos parents pour ne pas rien briser, mais ça ne devrait rien briser. Et vraiment placer là, le dictionnaire et la craie au maximum pour être le plus précis possible, même si ce n'est pas parfait à 100%, là, juste au bout de vos doigts, puis laissez-la tomber, puis regardez comme il faut. Et vous allez voir tout simplement que les deux arrivent parfaitement en même temps au sol. Et ça, c'est hallucinant parce qu'on se dit comment c'est possible. Eh bien, Galilée, ce qu'il va démontrer, c'est que la vitesse de la chute des corps est indépendante de leur masse. Elle n'a aucun rapport avec leur masse. La vitesse de la chute ne dépend pas de la masse. Alors, pas du tout. Alors, si vous lâchez un éléphant et une plume d'en haut d'une tour, en principe, les deux devraient atteindre le sol en même temps. Si on évacue une force de résistance qui est présente généralement dans l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, l'air ou le vent, si vous préférez. Or, bien sûr, dans notre monde, c'est dur d'évacuer l'air ou la résistance ou le vent de la nature pour vérifier la chose, OK? Mais si vous êtes dans votre maison, par exemple, ben, l'air n'opère pas une grande résistance. Et donc, vous allez voir les deux objets tomber en même temps. Et bang, Galilée est en train de démontrer que la théorie d'Aristote des 4 éléments n'est pas bonne. Mais souvenez-vous,
Ces 4 éléments suivent des mouvements naturels, parce que la nature est faite comme ça. Ces 4 éléments font partie du monde sublunaire. Et il y a un 5e élément qui s'appelle l'éther, auquel on n'a pas accès, qui existe au-delà de notre monde. Mais déjà, ce qu'il est en train de faire, il est en train de montrer qu'il y a quelque chose dans les caractéristiques de ces éléments qui n'est pas bon. Okay? Alors c'est juste pour le plaisir ici, hein. Galilée va émettre cette loi aussi, qui est absolument hallucinant, avec le principe d'inertie, qui va nous dire qu'un objet se déplaçant en ligne droite dans le vide, okay, cet objet, lorsque vous vous déplacez dans le vide, peu importe la vitesse, okay, si vous n'avez pas la possibilité de voir autour de vous quoi que ce soit, eh bien, le déplacement sera comme s'il n'y avait aucun déplacement. Autrement dit, Galilée va dire le mouvement est comme rien. Et on dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Okay? Le mouvement est comme rien, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, dans le vide et que vous roulez à 150 km/h ou à 100 000 km/h et que vous n'avez pas la possibilité de voir autour de vous quoi que ce soit et qu'il n'y a donc pas d'air, rien, vous ne saurez jamais que vous êtes en train de vous déplacer. Vous aurez même l'impression de ne pas bouger. Alors ça, c'est absolument hallucinant parce que c'est très contre-intuitif. Ben voyons, si je vais à 100 000 km/h, tabarouette, ma face va arracher. OK? Parce que, oui, si il y a de l'air dans l'environnement et s'il y a une friction de l'air, parce que c'est l'air qui va opposer une résistance à votre mouvement. Et c'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes en train de vous déplacer. Mais s'il n'y a pas d'air, et s'il n'y a rien autour dans le paysage, vous ne pouvez pas le savoir. Je donne un exemple typique aussi, rapidement. Quand vous circulez en automobile, soyez attentifs à ça. C'est vraiment hallucinant. Vous voyez, c'est le genre de choses qui nous sautent, en fait, qui est présent constamment dans notre environnement, mais qu'on ne voit pas. Jamais. Et pourtant, on l'expérimente sans allumer jamais. Si vous vous déplacez à 100 km/h sur l'autoroute, par exemple, en automobile, Galilée est en train de dire que vous savez que vous êtes en train de vous déplacer à cause de 2 raisons. Vous savez essentiellement que vous êtes en train de vous déplacer parce que vous voyez par les vitres qu'il y a des objets autour, okay, et que vous les voyez en quelque sorte pendant votre déplacement, eux aussi se déplacer, bien qu'ils soient statiques. Vous voyez l'arbre qui est en avant, et là tout d'un coup il passe à côté de vous, il s'en va en arrière. Et vous le savez aussi surtout parce que la route et l'air opèrent une résistance. Mais ça demeure quand même vrai, selon la loi de l'inertie, qu'un objet en mouvement dans le vide, okay, s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas, en quelque sorte, de sentiment de mouvement. Tout est comme si nous étions statiques. Et là, imaginez que vous roulez à 100 km/h, okay, en automobile, et regardez bien cette donnée. Si vous buvez, par exemple, dans votre automobile, un café, ça vous est peut-être déjà arrivé, okay? Et là, imaginez, vous roulez 100 km/h. Si vous roulez 100 km/h, et pensez à ça, si vous avez votre café à la main et que, par exemple, vous poignez une petite bosse, vous laissez tomber votre café. Logiquement, si vous en allez dans cette direction, par là, à 100 km/h, et que votre café est ici, quand vous allez laisser tomber votre café, pourquoi votre café, boum, s'en va pas, bang, frapper dans la vitre arrière, puisque vous roulez par là? Et là, votre café, ben non, il tombe directement à terre à côté de vos pieds. Mais pourtant, vous vous déplacez par là à 100 km/h. Le café, lui, il n'y a pas de moteur qui le fait rouler. Okay? Alors, il devrait s'en aller dans l'autre direction. Ben non, c'est parce qu'à l'intérieur de l'habitacle, il y a très, très, très peu de force de résistance, comme dans votre salon ou dans votre cuisine, par exemple. Donc, le café, il tombe comme s'il n'y avait aucun mouvement alors que vous roulez 100 km/h. Parce que le mouvement est comme rien, en l'absence de résistance. Et ce sont des choses que Galilée met en place parce qu'il fait des expériences de pensée et qu'il teste par la suite pour voir si c'est vrai. Je vous montre ici un instrument. Ça, c'est un outil que lui-même Galilée a inventé. D'où son génie, hein? Vous voyez, c'est absolument magnifique. Regardez le travail qu'il y a à faire. On est en 1600, ok? Donc, c'est quand même de la job. Et regardez son génie, c'est qu'il va placer des espèces de petites boules de différentes masses et les laisser tomber. Et il veut voir s'il y a une logique entre la distance parcourue et le temps parcouru avec la grosseur, ok, la masse, si vous voulez. Pas la grosseur, mais la masse de l'objet, parce qu'on peut avoir des objets de même grosseur avec des masses, bien sûr, différentes. Et ce qu'il va faire, par exemple, c'est installer des petites clochettes, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a même pas d'horloge, il n'y a rien de ça. Fait que
Donc, pour mesurer avec exactitude, c'est très difficile. D'où son génie, justement. Et ce qu'il va faire, par exemple, au début, il met toutes les clochettes, par exemple, à 2 pieds. Cling, cling. Et en laissant rouler l'objet, il va réaliser que les clochettes ne sonnent pas à intervalles réguliers. Okay? Bing, 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 un truc du genre. Okay? Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer les clochettes à des intervalles permettant qu'elles sonnent de manière régulière. Ça va faire bing, 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 bing. Et ce qu'il va réaliser, c'est que la durée de la chute, et la distance parcourue sont inversement proportionnelles. Ah, ça, c'est une loi mathématique. Il peut la formaliser sous une forme mathématique. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que, tout simplement, si je laisse tomber, par exemple, une tasse de café, alors si je la laisse tomber pendant 2 secondes, elle ne va pas parcourir, disons, 2 mètres, mais 4. Si je la laisse tomber pendant 4 secondes, elle ne va pas parcourir 4 mètres, mais 16. Vous voyez, donc c'est inversement proportionnel. Et donc, il peut formaliser la loi de la chute des corps. Et à travers ça, il réalise que Aristote avait tort, que toute la tradition a tort. Maintenant aussi, il va réaliser d'autres choses, parce qu'il faut lier ça avec Copernic. Il est conscient que les travaux de Copernic sont intéressants, qui sont gigantesques, qui remettent en question toutes sortes de choses. Vous voyez, pour Copernic, c'était pour des raisons, je vous le rappelle, mathématiques. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici avec ses expériences de pensée, Galilée, et avec sa loi de la chute des corps? Il est en train de détruire encore des idées qu'on avait reçues sur la nature à l'aide de formules mathématiques. Et la chose extrêmement brillante avec Galilée, c'est qu'il va inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le télescope. C'est lui qui invente le télescope pour observer le ciel. Et en observant le ciel, il va faire des découvertes qui vont véritablement mettre à mal la théorie du géocentrisme, celle d'Aristote. Qu'est-ce qu'il va faire, entre autres? Il va faire beaucoup de choses, mais une chose qui est absolument importante, c'est que dans le système aristotélicien, géocentrique, alors je vous rapporte à une petite image, disons juste du géocentrisme, Danny. Allons-y, tiens, revenons avec ça ici. Alors, dans le système géocentrique, il y a un seul centre de rotation dans le cosmos, c'est la Terre. La Terre, c'est l'unique centre de rotation. Tous les astres tournent autour de la Terre. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai aujourd'hui, mais à l'époque, on ne sait pas. On n'a pas les moyens pour le faire. Or, avec sa lunette, Galilée va réaliser quelque chose par l'observation, attendez que j'y arrive, voilà, de Jupiter. Alors bien sûr, je peux vous dire que Galilée n'avait pas la possibilité de voir Jupiter avec son télescope comme vous le voyez actuellement, mais quand même, son télescope est assez fin pour lui permettre d'observer des petits points qu'on pouvait difficilement voir avant. Alors, Jupiter, ça fait très longtemps qu'elle est connue, ça fait longtemps qu'on peut l'observer. On peut l'observer à l'œil nu à certains moments dans l'année sans aucun problème, mais ce qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, ce sont les lunes de Jupiter. Alors, vous en avez 4 ici, mais il y en a plus en réalité. Il y a Iono, Calypso et d'autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez, ici, vous avez exactement un schéma de ce que Galilée faisait. Alors, c'est pas celui de Galilée, mais ça ressemble énormément. Ils ont simplement repassé par-dessus avec un crayon, mais ça ressemble exactement à ça. Alors, Galilée, il a son télescope, et il fait ça par pur loisir. Il fait ça parce que ça l'intéresse. C'est pas son métier en tant que tel. Il le fait, il regarde le ciel. Il tourne donc sa lunette vers Jupiter le 7 janvier 1610. Or, à sa surprise, c'est ça qu'on ne pouvait pas voir, il voit comme s'il y avait des petites étoiles. Parce que c'est des petits points lumineux qui lui apparaissent dans son télescope. C'est vraiment pas aussi clair que ça, mais pas du tout. Et donc, vous avez ici Occident, Orient, l'Ouest, l'Est. Et là, il fait les dessins. Ah, c'est spécial. Et ça, c'est Jupiter. Le 8 janvier 1610, regardez. Ah, le 10 janvier. Alors, il y retourne comme ça, à différents intervalles, et il note. Alors, vous voyez, il y en a 3. Ici, il en voit 2. 3. Le 13 janvier, spécial, 4, qui n'était pas là avant. Le 15 janvier, blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de comprendre, Galilée? Il est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne autour de Jupiter, et donc que la Terre n'est pas le seul centre de rotation dans
le cosmos. Il y a un autre centre de rotation, et il y en a peut-être même d'autres. Or, dans le géocentrisme et dans le système d'Aristote, il n'y a pas deux centres de rotation, il n'y en a qu'un seul. Et vous voyez, donc ça commence à faire pas mal de stock. Les objets n'ont pas de direction naturelle comme le croit Aristote. Copernic nous dit que le Soleil est sûrement au centre, ça fonctionne mieux d'une manière mathématique. D'une manière tout à fait logique et mathématique, on est capable de comprendre la loi de la chute des corps que personne n'avait compris avant. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi Galilée, tiens, juste pour le plaisir? Il va tourner sa lunette vers le Soleil. Alors attention à ce que je dis ici. Il ne va pas regarder directement avec ses yeux le Soleil dans son télescope parce que c'est vraiment pas recommandé. C'est pas bon, les yeux n'aiment pas ça. Mais ce qu'il va faire en quelque sorte, il va en quelque sorte inventer le projecteur. C'est-à-dire qu'il va inverser sa lunette, donc mettre l'embouchure qui va sur l'œil, la pointer vers le Soleil, et il va tirer en quelque sorte un drap blanc devant l'objectif du télescope et ça va faire en quelque sorte comme un projecteur. Il va pouvoir indirectement observer le Soleil. Or, le Soleil est véritablement un astre supralunaire. Il est au-delà de la Lune. Et ce qu'on peut voir là, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec la théorie d'Aristote. Parce que le Soleil, il est fait d'éther. L'éther, c'est cristallin, immuable, inaltérable, parfait, blablabla, lumineux et tout ça. Okay? Mais si vous avez la possibilité de regarder plus finement le Soleil, comme vous voyez ici sur cette illustration, vous voyez que le Soleil présente, là c'est très clair ici, des taches, des dénivellations, des irrégularités, ce genre de trucs-là. Et qu'en quelque sorte, il n'est pas parfaitement rond, regardez ici, et que ce n'est pas exactement ce que l'on voit directement avec les yeux. Même chose, Galilée, quand il observe la Lune avec son télescope, il va pouvoir voir beaucoup plus finement qu'il y a du relief. Parce qu'à l'œil nu, on n'en voit pas, parce qu'on n'a pas une assez grande précision. Mais avec un télescope, on voit que c'est pas lisse et que c'est pas un cercle parfait, et on voit qu'il y a des chaînes de montagnes et du relief. Or, qu'est-ce que ça montre, cela? Ça montre simplement que l'idée que les astres seraient composés d'un cinquième élément, la quintessence, qui elle est parfaitement lisse et ronde et cristalline, ça semble en tout cas pas être le cas, ni pour la Lune et pas pour le Soleil, et qui sait pour les étoiles. Et en fait, ce que ça semble montrer aussi, c'est qu'il est possible que le Soleil, comme la Lune, comme les autres astres, ressemble beaucoup plus à ce qu'il y a ici-bas dans le monde sublunaire qu'à une quelconque fantaisie de l'esprit d'un monde merveilleux qui n'est pas accessible. Et en fait, tranquillement, Galilée va être apporté à considérer que les éléments qui constituent notre monde sont les mêmes que ceux qu'il y a dans le ciel. Et là, vous allez comprendre un concept très important, c'est que Galilée, dans le fond, est en train de dire il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas des éléments différents. Tous les éléments du cosmos sont potentiellement constitués des mêmes éléments et sont soumis aux mêmes lois de la nature. La loi de la chute des corps, elle fonctionne sur la Lune, sur Jupiter, elle fonctionne sur le Soleil. OK, blablabla, blablabla. Et c'est là qu'on introduit le concept d'univers. Parce que dans l'univers, vous avez le concept d'universalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'universalité, c'est ce qui est égal pour tout. Et donc, les lois de l'univers sont des lois universelles parce que ce sont les mêmes partout. Et donc, ce qui est en train de se produire avec la science moderne, c'est cette idée que l'univers que l'on connaissait jusqu'ici est faux, ça ne marche pas, et que notre univers est complètement différent de ce que l'on croyait, mais que cet univers dans lequel nous vivons, il est régi par les mêmes lois en tout et partout. Ce qu'on retrouve sur la Terre, ça peut se retrouver à des milliards d'années-lumière d'ici, même si bien sûr à l'époque on ne parle pas de milliards d'années-lumière. C'est révolutionnaire. Ça transforme complètement notre vision du monde. Et Galilée va soutenir donc cette idée que Copernic a sans doute raison en affirmant que l'héliocentrisme est la vraie représentation du cosmos. Mais ça va mettre à mal beaucoup de choses. Regardez ce que va écrire Galilée, ça sera important avec Descartes.
Il écrit la philosophie. Alors, la philosophie, ici, ce qui veut dire Galilée, il entend la même chose que la science. OK? Pour lui, les deux termes, c'est pareil. Ça va être divisé plus tard, mais c'est pareil ici. La philosophie est écrite dans ce vaste livre, constamment ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on apprend à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont le triangle et le cercle et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Galilée est en train de dire quelque chose de fondamental. Il dit, si vous voulez comprendre l'univers ou la nature, vous devez parler le langage des mathématiques, parce que sinon, vous allez émettre des hypothèses et des théories complètement farfelues. Aristote n'observait pas la nature avec la mathématique. Les hommes d'Église du Moyen Âge non plus. Copernic, oui, et Galilée aussi. Et Newton, ça sera comme cela aussi, et Einstein, et Neil Bohr, et un paquet d'autres, ça sera cela aussi. Et c'est la véritable voie d'accès, à la vérité du monde. La mathématique, c'est la voie d'accès à la vérité du cosmos. C'est absolument hallucinant. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que comme Copernic utilise bien la mathématique, joignons-nous à lui pour l'héliocentrisme. Alors, il va publier, Galilée, un petit peu plus tard, un dialogue sur les deux grands systèmes du monde, dans lequel vous avez en quelque sorte un dialogue entre deux individus, un qui représente l'ancienne vision du monde et un qui représente la nouvelle vision du monde. Et ces deux individus dialoguent et on voit très bien à l'intérieur de l'œuvre que Galilée donne, si vous voulez, la palme d'or à celui qui représente la vision copernicienne et qu'il montre que l'ancienne vision aristotélicienne est fausse. Or ça va ne pas faire plaisir du tout à l'Église. Et donc, Galilée va être condamné au tribunal de l'Inquisition. Vous voyez ici donc une représentation du procès de Galilée. Et je lis ici un petit passage. Il est paru à Florence un livre intitulé Dialogue sur les deux systèmes du monde, ceux de Ptolémée et de Copernic, dans lequel tu défends l'opinion de Copernic. Par sentence, nous déclarons que toi, Galilée, t'es rendu fort suspect d'hérésie, donc hérésie envers l'Église, pour avoir tenu cette fausse doctrine du mouvement de la Terre et repos du Soleil, donc le modèle héliocentrique. Conséquemment, avec un cœur sincère, il faut que tu abjures et maudisses devant nous ces erreurs et ces hérésies contraires à l'Église. Eh oui, parce que l'Église, elle, supportait la doctrine du géocentrisme, la théorie du géocentrisme dans sa doctrine, ok? Et Dieu a créé le cosmos, et Dieu a créé la Terre au centre, et blablabla, et tout ça. Et afin que ta grande faute ne demeure impunie, nous ordonnons que ce dialogue soit interdit par édit public et que tu sois emprisonné dans les prisons du Saint-Office. Écoutez, c'est insane, là, ok? Le gars, il fait de la science, le gars, il fait ce qu'il peut. Bon, peut-être certains vont soulever l'idée qu'il était quand même assez arrogant. Galilée, il n'avait pas besoin, il aurait pu éviter le procès, il aurait pu en quelque sorte se rétracter, ses idées étaient déjà pas mal connues de toute façon, c'était pas nécessaire peut-être de poursuivre et d'aller contre la grande institution de l'Église, mais bon, c'est Galilée, il fait ce qu'il veut, ok, il le fait. Mais c'est quand même important de saisir qu'à l'époque, c'est dangereux. Okay? On fait quelque chose parce que l'hérésie, si Galilée n'abjure pas, alors là, ça, c'est une hypothèse, parce que Galilée, il avait quand même des grandes connaissances. Il y avait des gens qui connaissaient au sein de l'Église qui auraient pu essayer de sauver les fesses, mais il y a des gens qui sont morts brûlés sur le bûcher. Il y a entre autres un Italien qui se nomme Giordano Bruno, qui en 1600, lui, il maintenait l'idée que l'univers était infini et qu'il pouvait y avoir d'autres mondes similaires aux nôtres dans cet univers, blablabla, peu importe. Et il tenait mordicus crampon à sa croyance, parce que c'était véritablement une croyance. Il n'y avait absolument aucune possibilité de l'observer, de le valider par l'expérience. Il a tenu ça et on l'a brûlé. On l'a maintenu dans une situation déplorable, on l'a emprisonné et par la suite, on a allumé le feu. Écoutez, vous brûler, là, ça doit pas être le fun quand même, mourir brûlé, on vous allume en bas par les pieds, puis là, tout d'un coup, ça monte, ça doit être absolument terrible. Et Galilée,
potentiellement qu'il aurait pu finir comme ça. Alors Galilée, sous la contrainte, prononce la formule d'abjuration préparée pour lui. Préparée pour lui. On lui a préparé sa formule pour se rétracter. C'est-tu pas magnifique? Alors moi, Galileo, fils de feu Vincenzio Galilei, de Florence, en Italie, âgé de 70 ans, il a 70 ans, le type, à ce moment-là, il s'y traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les saints évangiles, jure que j'ai toujours tenu pour vrai et tiens encore pour vrai, et avec l'aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Et ce qu'elle enseigne, c'est qu'Aristote, c'est vrai. Cependant, alors que j'avais été condamné par injonction du Saint-Office d'abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit, et après avoir été averti que cette doctrine n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j'ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière. Ce pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde et est sans mouvement, et que la Terre n'est pas le centre et se meut, bouge. J'abjure et maudis d'un cœur sincère et d'une foi non feinte mes erreurs. OK? Il y a un point important ici. J'ai été condamné par des arguments très pressants, OK? Et sans la réfuter en aucune manière. Je n'ai pas réfuté en aucune manière la vision géocentrique du monde. Alors, c'est pas complètement faux, parce que Galilée n'a pas la possibilité directement d'observer que le Soleil est au centre. Il déduit par ses expériences et à l'aide des mathématiques que sans doute qu'il est au centre, mais personne ne peut se mettre dans une position, dans un espace-temps quelconque pour voir de loin que le Soleil est au centre et qu'il ne bouge pas. Et en fait, on ne peut pas faire ça, même encore aujourd'hui. J'y reviendrai la semaine prochaine sur ça. Il n'y a pas de lieu où vous pouvez observer de loin le Soleil et les planètes tourner autour. Si vous croyez ça, sortez-vous ça de l'esprit, ce n'est pas vrai. Même pas avec un satellite ou quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Okay? Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, c'est pas faux. Il n'a pas complètement directement démontré, mais il tient quand même à sa main énormément d'expériences qui contredisent Aristote, et il y a de bonnes raisons de croire que le géocentrisme est faux. Et donc, Galilée va s'éviter, dans le fond, une mort atroce. Il va s'éviter aussi la prison parce qu'il a des connaissances au sein de l'Église, de bonnes connaissances, mais il va être tenu à l'écart, on va lui interdire de publier, il va être sous surveillance et il a 70 ans. Donc, il ne lui en reste pas long à vivre, mais il est trop tard. La révolution copernicienne est à l'œuvre. Beaucoup de gens de partout en Europe ont lu les idées de Galilée. Il y a aussi, bien sûr, pas simplement Galilée qui travaille sur ça. Il y a d'autres éminents, astronomes qui travaillent sur ça. Et, en quelque sorte, le mal est fait et le système géocentrique va battre de l'aile. Voilà, cette idée ici, donc, de la révolution copernicienne, ça constitue une révolution fondamentale de la Renaissance qui va transformer notre vision du monde et qui va véritablement aider ou propulser, si vous voulez, la théorie de René Descartes, qui va l'alimenter parce que Descartes va être parfaitement conscient de ce qui est en train de se produire. Il va vouloir régler certains problèmes, des problèmes qui ne sont pas stricto sensu d'ordre scientifique, parce que Descartes est aussi un scientifique, mais aussi plus profondément d'ordre philosophique, sur des questions plus fondamentales, du genre, qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'homme au sein de ce monde qui est tout à fait inconnu? Etc., etc. Et à partir donc de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans la théorie de Descartes, nous allons revenir un petit peu sur ça, et nous allons justement séjourner pendant un certain moment avec Descartes, et par la suite de la session, les autres philosophes nous permettront de voir en quoi Descartes est problématique à son tour, et vous, ça vous permettra de mieux comprendre la suite et le développement d'idées
à travers l'histoire, des idées qui sont encore d'actualité et qui vont vous permettre de mieux comprendre sans doute pourquoi vous pensez certaines choses aujourd'hui, parce que ces choses ont été élaborées au sein de l'histoire. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, du bon temps, de la santé. On se revoit bientôt. Bye bye.